Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Try Bandit, édition spéciale Challenge Roth, d'ATF Challenge Roth, qui non seulement a tenu toutes ses promesses, mais en plus nous a réservé un feu d'artifice digne de la finish line de Roth. Bienvenue Mika, comment vas-tu? Yo, bonjour à toutes, bonjour à tous. Super bien, parce que une journée, ouais, on peut pas dire autrement qu'historique quand même, hein. Ouais, quand même, ouais, parce qu'on a quand même vu des choses, et puis moi je mets des choses au clair tout de suite. Je me fous que j'en ai plus rien à foutre qu'Annie elle aille courir ou pas sur le Tessan. On veut continuer à avoir des courses comme ça parce que on va remettre les choses dans l'ordre. 8h02 38 pour une course femme. On est suffisamment vieux, toi et moi, pour se rappeler de 97 quand Lothar Leder avait été passé pour la première fois sous les 8 heures. Je pensais pas de mon vivant voir une femme courir en dessous des 8 heures sur une course autrement qu'une course comme avait été organisée, une course spectacle avec drafting, etc. 8h02 38 secondes. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment fait exploser la tête hier, c'est qu'elle a quand même couru 2h38. Et puis elle est 13e au scratch homme sur une course stratosphérique. Et elle a, je crois, le quatrième ou troisième temps marathon homme, je crois, hein, de tête, si c'est pas. C'est. Ah ouais, ouais, moi j'ai passé la journée glué devant l'ordinateur à regarder la retransmission. Alors, déjà, je trouve que la retransmission qui a été faite par Challenge sur Roth, c'est la meilleure retransmission d'une course longue distance de l'histoire du triathlon. La qualité des images était exceptionnelle. Les commentaires, je vais dire Belinda Granger et puis Sébastien Quillet, bah, le top du top du top du top. Euh, des commentaires qui n'étaient pas non plus, parce que c'est vachement compliqué de faire des commentaires, je trouvais, et c'est souvent facile de tomber dans l'excès de vouloir trop parler, quoi. Et il y avait vraiment, et quand on regarde les étapes du Tour de France, où on peut dire que les commentaires sont vraiment d'un niveau mondial, euh, il y a des moments où il se dit rien. Et je trouve que de trouver les bons moments où il se dit rien, les moments où on a accès à la course et qu'on voit. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé que Belinda et puis Sébastien Sébi ont fait un travail qui était vraiment remarquable. Ils ont eu du monde un petit peu tout le long de la journée qui est passé pour raconter des histoires et des choses comme ça. On a eu Jürgen Zach, on a eu tout un tas de. Ralph Egert, qui était un ancien pro sur le court et sur le long, qui sait aussi très bien de quoi il parle et qui bosse chez DT Suisse maintenant. Ouais, ouais. Et vraiment, enfin, pour moi, la retransmission, c'est vraiment c'est le standard de ce qu'on peut avoir dans le monde du triathlon. Ils ont vraiment fait un boulot exceptionnel, gratuit, accessible, avec des splits qui étaient quand même remis à jour régulièrement et qui étaient fiables. Enfin, moi, personne, ouais, on savait ce qui se passait un petit peu derrière. On voyait remonter des athlètes. Il y avait vraiment de l'insight sur la course et, enfin, quand je parle de la course, c'est-à-dire tous les athlètes qui jouaient devant en fait ou qui participaient au spectacle de la course. Et vraiment, vraiment, cette retransmission, elle est vraiment, pour moi, c'est le mieux de ce que l'on a vu et tout le monde devrait s'en inspirer. Ça n'a pas été coupé par des pubs pourries tout le long à la Ironman. Il y a juste eu un petit problème technique. Sebi, il a dit oui, mais je comprends pas. Il y a combien de kilomètres de câbles ici Il a dit c'est peut-être à cause de moi, j'en ai débranché un sans faire exprès. Si mes souvenirs sont bons, mais il est énorme. Il est énorme. Ouais, ouais, il est énorme, il est drôle, il est vraiment, enfin vraiment, moi j'ai vraiment trouvé que le couple Belinda et Sébastien Kinley était vraiment, ouais, ça marchait vraiment super bien, quoi. Et c'était vraiment très très bien. C'était divertissant et franchement, c'était 8 heures de votre vie qui étaient vraiment bien, bien passées. Et moi j'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que la semaine avant cette course, on a vu quelques athlètes. Clément Mignon qui pouvait pas participer, le mini drama autour de Hernandez, etc. Mais la course, malgré tout, a tenu toutes ses promesses.
Et franchement, chapeau bas à l'organisation, chapeau bas à Challenge Road pour avoir réussi à diffuser une retransmission comme ça. Savoir que c'est une course qui est retransmise en direct sur les chaînes allemandes. Donc il y avait des doubles commentaires. C'est pour ça que Kinley, en fait, des fois naviguait parce qu'il allait faire des commentaires sur la chaîne allemande. Et il y avait également Frodo qui commentait en allemand. Donc vraiment un grand spectacle. On va revenir un petit peu à la fois sur les courses hommes et sur les courses femmes, mais vraiment, ce qu'on a vu hier sur la course femme, la course de ce qu'a fait Annie Haug, c'était vraiment clairement un ton au-dessus de tout ce que l'on a pu voir. Savoir que leur corps était de 8h18, avait été établi par Chrissy Wellington, où à l'époque elle 8h08. avait couru un 8h08. 2,46. Non, non, 8h18, Chrissy Ah, Wellington. pardon, C'était Daniel Arif excuse-moi, qui a fait excuse-moi. Oui, 8h08 l'année oui, dernière. j'y étais pas. Et, euh, et elle avait à l'époque couru 2,46, 44 de mémoire et ça avait déjà été exceptionnel. L'année dernière, on avait vu Daniel Arif qui avait quand même mis 10 minutes au record et tout le monde se disait qu'on avait atteint quasiment le peak human performance où sa performance était là, était vraiment exceptionnelle. Plus, ce qu'il faut bien penser, c'est que cette année, les parcours avaient été légèrement modifiés et surtout avait été rallongé parce que Roth avait toujours un petit peu cette réputation pourrie en disant que le parcours était un petit peu court. Et il y avait 41,6 à pied et le parcours vélo l'année dernière faisait 178,2 km. Cette année, pour couper court à toute discussion, Félix avait rajouté une petite boucle sur le parcours vélo. Le parcours vélo a été mesuré à 180,195, donc on était à 5 mètres de la distance. Je pense qu'on est dans la petite virgule quand même. Et le parcours marathon fait 42,2. Et ce qu'expliquait Félix dans une interview, c'est que 42,2, c'est comme quand vous courez sur un marathon. Pour ceux qui ont déjà fait des marathons, vous savez qu'il y a la ligne bleue qui est marquée au sol sur un marathon officiel, qui fait vraiment 42,2. Forcément, quand vous coupez un petit peu les virages, et on court jamais au plus court sur la ligne bleue, et c'est vrai que ça peut avoir un impact sur la distance. Mais hier, le marathon avait été mesuré à 42,2 et les performances qui ont été faites sont tout à fait fiables parce qu'ils souhaitaient vraiment faire taire un petit peu les naysayers et que cette course soit vraiment considérée comme étant une course qui soit légitime et en respectant les distances, quoi. Et là, je suis tombé ce matin sur un petit Insta qui s'appelle Triathlon Insight, qui est vraiment sympathique. Et ils ont fait une comparaison avec le record de Daniel Arif de l'année dernière, split by split, à la natation, T1, aux 90 km vélo, à l'arrivée. Et en fait, on se dit qu'elle a fait une course extraordinaire, mais quand on voit l'évolution de la perf, c'est le marathon qui écrase tout. Elle a 2 minutes 20 de retard à la sortie de l'eau. Elle récupère une seconde sur la transition. Et elle perd 2 minutes sur les 90 premiers kilomètres vélo supplémentaires. Donc 4 minutes 46 de retard sur le record. Et quand elle pose le vélo, elle est à 7 minutes 45 du record. Là, il y a tout le monde qui se dit à 7 minutes 45 d'un record du monde sur une distance comme ça, de vitesse, c'est impossible de pouvoir faire quoi que ce soit. Elle reprend 3 secondes à la transition, et comme quoi les transitions sont pas si anecdotiques que ça, même sur du longue distance. Et au 21e kilomètre, elle est déjà plus qu'à 2 minutes 20 du record. Et donc sur le dernier semi, là où certainement Daniela manque de challenge ou parce qu'elle avait vu qu'elle avait atteint la cible, elle a peut-être ralenti un tout petit peu plus, là où Hanog n'a pas du tout ralenti, elle termine avec 5 minutes 43, c'est-à-dire qu'elle court le deuxième semi 7 minutes plus vite que Daniel Arif l'année dernière. Ce qui est énorme, ce qui est 20 secondes au kilomètre, hein. Donc, C'est incroyable. et la deuxième partie le deuxième semi à Roth est beaucoup plus dur que le premier semi en fait. Donc la partie 30-35 km, elle est vraiment compliquée à gérer parce que vous êtes en faux plat montant, il y a quand même trois bonnes patates et il y a un truc qui est sûr, c'est que cette partie-là, on la court pas plus vite que le retour ou que le début du marathon. Et moi, j'ai vraiment suivi la course. Je connais bien cette course parce que je l'ai fait 8 ou 9 fois, je sais plus trop. Et c'est la façon dont Annie a géré, on l'a jamais senti en difficulté, on l'a jamais senti dans le dur. Elle a vraiment été enfin, en contrôle de A à Z et elle finit même relativement fraîche. Et moi, je la trouve plus fraîche que Magnus
à l'arrivée où on voit bien que le grand Magnus, il s'est quand même tiré sur la Bah, couenne, c'est quoi. pareil, hein. Enfin, on parle de Han Hogg, mais les deux courses ont été exceptionnelles sur les 2 points. Il bat son propre record. Et 7h20 et quelques, et 7h23 au lieu de 7h24. Enfin, tu le disais tout à l'heure, nous, on s'attendait pas à avoir des chronos comme ça à un moment donné. Peut-être sur des courses avec des circonstances particulières. Faut se rappeler quand même ils avaient prévu 8 personnes pour drafter sur le vélo pour arriver à des vitesses qu'on pensait atteignables comme ça. Magnus, il fait 3. Ils avaient fait le projet Subset, voilà. Bon, il y avait notre ami Joe Skipper qui avait dit qu'il ferait 3h20 ou quelque chose comme ça, il a fait 3h25. Tout le monde le prenait pour un rigolo, et finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, le grand Magnus, avec son 1m93, 16, voilà, il fait 3h59, 23 sur le vélo. Il fait sub 4, Avec 1700 1780 de mètres de D+. dénivelé. Hmm. Et il a une position sur le vélo qui bouge pas du premier kilomètre au dernier kilomètre. Enfin, c'est une machine de guerre incroyable. Et sur le marathon, c'est pareil. Enfin, on aurait dit qu'il accélérait c'est une course qui était extraordinaire. Et vraiment, on a eu des athlètes qui étaient clairement au-dessus de la concurrence. Et c'est ça que je trouve encore plus beau, c'est qu'ils ont réussi à sortir une performance complètement dingue sans avoir à aucun moment été challengé. C'est-à-dire que quand Annie Haug part à pied, elle avait 6 minutes 19 d'avance sur Laura Philippe. Euh, et vraiment, je veux revenir sur la performance vélo de Annie Haug parce que tout le monde sait que c'est une coureuse exceptionnelle. Mais Annie Haug, elle a nagé devant et qui n'est pas reconnue comme étant la meilleure nageuse. Et pourtant, moi, j'ai toujours considéré que c'était une nageuse exceptionnelle. Et surtout, elle a fait un vélo devant Laura Philippe, qui, elle, est en permanence connue et reconnue comme étant une des meilleures cyclistes du circuit, quoi. Et elle a jamais été en danger sur le vélo. Annie Haug, elle est toute petite, hein, c'est vraiment un petit gabarit à comparer de Laura Philippe. Et c'est pas quelqu'un qu'on voit comme étant une super cycliste. Malgré tout, la façon dont on la voit poser sur son P5, déjà, on voit qu'il y a eu du travail au niveau de l'aéro qui a été fait, mais la performance vélo d'Agneau hier, elle a été exceptionnelle et surtout, elle a couru 8 minutes plus vite qu'aucune femme avait couru à cette époque-là, sur un parcours qui est plus dur, parce que l'année où Chrissy Wellington, c'était 2011, elle avait couru 2h46. Le parcours était différent, c'est-à-dire que quand vous arriviez au bout du canal, vous partiez faire une boucle dans le petit village qui était derrière, vous n'aviez pas l'aller-retour sur Buchenbach où il y a les trois bosses successifs qui sont à monter et qui ralentissent énormément, quoi. Et franchement, elle a été clairement de la tête et des épaules au-dessus de la concurrence. Moi, je pense qu'hier, on a vraiment été témoin de la plus grosse performance féminine de tous les temps sur une course longue distance. 8h02, 38, c'est, c'est incroyable. Et surtout, faut mettre en perspective qu'Annie a 41 ans. Elle est pas, enfin, je veux dire, elle a eu pas mal de soucis cette année. Je sais que Belinda en parlait à un moment sur une interview qu'elle a faite, qui a malheureusement été pas beaucoup publiée et écoutée, où Annie, apparemment, sur le début de saison, a souffert un petit peu de petits soucis mentaux, où elle n'était pas sûre de savoir où elle se positionnait dans sa carrière et tout ça. C'est ce qui l'aurait amené certainement à pas aller courir sur certaines courses Tessan. Et, et, et elle a quand même réussi à nous sortir une course incroyable, une performance incroyable avec des vitesses qui sont complètement hallucinantes. 2h38, il y a quelques années, si vous voulez, il y a encore 4 ans, le temps le plus rapide sur marathon était Peter Reed, qui avait couru 2h36 et il disait clairement, il admettait clairement qu'il n'allait pas reconnaître cette performance parce que le parcours à l'époque était plat, il était juste en dessous était court, était juste en dessous de 41 km. Et là, sur un parcours qui est légitime, 2h38 pour une femme, enfin, c'est vraiment incroyable, c'est remarquable. Et quand je dis incroyable, je veux pas qu'on pense qu'on émet un doute, parce que je pense que s'il y a une athlète qui est clean, c'est Annie Haug. Mais, mais vraiment, elle est arrivée, je pense, au sommet de ce que l'on peut voir aujourd'hui en termes de performance chez les femmes. La grosse question maintenant, c'est comment on se relève d'une telle performance derrière et est-ce qu'elle sera un facteur sur le reste de la saison? Je ne sais pas, mais je pense que dans son état d'esprit,
elle peut prendre sa retraite aujourd'hui tranquille. C'est certainement un record qui est là pour durer encore quelques années, quoi. Ça me fait penser, ce moment, il me fait penser à 1997 avec Lothar Leder qui casse ce but. On s'était dit que c'était là pour un moment, et ça a été là pour un moment, mais là, vu la hauteur de la performance, vu les avancées technologiques, vu tout ce qu'on a vu sur sa course, ça paraît vraiment compliqué d'aller chercher cette performance, d'aller la réitérer et d'aller la perforer, parce que là, aujourd'hui, on vient de passer en 2 ans de 8h18 à 8h02. C'est des sauts qui sont incroyables. Et puis hier, les conditions étaient quand même pas optimales, quoi. Enfin, par rapport à d'habitude. Ouais, la route La était route était mouillée. mouillée, il a plu. euh, Enfin, il faisait pas super chaud. Et surtout, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que les années précédentes, Roth était connu pour avoir un nombre de motos qui était important sur le parcours, à la fois en amont de la tête homme et en amont de la tête femme. Le travail qui a été fait par Félix Walshofer sur ces dernières années, et principalement depuis l'accident qui avait eu lieu à Hambourg, où il y a une moto qui avait tapé un cycliste avec le pilote ou le passager de la moto qui est décédé, Félix avait pris une décision qui était tranchante en disant les seules motos sur le parcours sont les Marshall et la direction de course, donc la moto de Félix et la moto de sa sœur. Et, et il a vraiment été droit dans ses bottes à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment nettoyé le nombre de motos. Et moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait Roth en 2012, le jeu pour les premiers groupes d'âge, c'était de revenir rapidement sur la tête femme, parce qu'il y avait une densité de motos qui était en amont de la tête femme, où il y avait un phénomène d'aspiration qui existait. Hier, il y avait une seule moto qui était en amont de la course femme, et quand on voyait la vue d'hélicoptère, la moto était une bonne centaine de mètres devant. Tous les autres images que l'on a vues, il y avait toujours la moto, elle était entre 5 à 10 mètres derrière. Et ça, c'était en permanence. En plus, alors j'en entends qui vont dire oui, mais ils ont réduit la zone de drafting de 20 à 12 mètres. Et ça, Félix l'expliquait dans une interview. C'est, et j'ai trouvé que l'explication était non seulement juste et claire, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'avec la zone de drafting à 20 mètres, parce que c'est 2 tours à vélo sur le Challenge Roth, donc dans le deuxième tour, les premiers rattrapent tous les groupes d'âge parce que c'est pas de mass start, vous avez un départ qui part par vague, la première vague étant à 6h35 et la dernière étant à 8h45. Dans le deuxième tour, les plus rapides, donc les pros hommes et les pros femmes, rattrapent les groupes d'âge. Et ils se sont rendus compte que d'avoir une zone de drafting de 20 mètres, ça laissait un gap important entre chaque athlète professionnel et ils avaient des groupes d'âge qui venaient, ce qu'ils appellent slot in, qui venaient se mettre entre chaque athlète professionnel. Et comme le peloton de tête des athlètes professionnels est suivi par des marshals, il y avait eu tout un tas de pénalités qui avaient été affectées parce que dès l'instant où vous avez un athlète qui vient et qui se met entre vous à 20 mètres, vous êtes obligé soit d'effectuer le dépassement de toute la ligne, soit de dropper de 20 mètres. Et ça créait des situations qui étaient compliquées. Et leur décision, ça a été de se conformer à la règle de la DTU, donc de la fédération allemande, de garder les 12 mètres, donc roue avant, comme toutes les courses Ironman, et pour éviter d'avoir ce phénomène de slot in en permanence. Parce que les marshals travaillaient en utilisant les lumières du Race Ranger, parce qu'il y avait Race Ranger chez les pros. Et à chaque fois que vous avez un athlète qui venait faire un slot in, que ce soit un groupe d'âge dans le deuxième tour, qui apparaissait dans la zone des 20 mètres, le Race Ranger s'allumait en rouge et l'athlète qui était derrière, l'athlète professionnel qui pouvait avoir une vitesse de déplacement qui était nettement supérieure, se retrouvait pénalisable ou pénalisé. Et j'ai trouvé que cette décision qu'ils avaient faite était vraiment bien, que la course, elle a été super éthique. À aucun moment, que ce soit des vues moto ou en vue d'hélicoptère, on a vu des athlètes qui jouaient un petit peu avec les zones limites. Et je pense que, en plus, à la fois sur la course homme et la course femme, les deux premiers étaient tellement devant qu'à aucun moment il y a eu une situation qui aurait pu être jugée limite en termes de drafting. c'est une course incroyable. Et là, pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train de regarder les résultats des 100 premiers hommes. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de descendre très très bas. Anne Haug court tout simplement le deuxième marathon le plus rapide du jour. Voilà, bon, comme ça c'est clair. Donc problème réglé, bim boum.
emballer ses pesées. Euh, on savait que Annie Haug était une coureuse exceptionnelle, ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Là, hier, elle a simplement expliqué à tout le monde que c'était la meilleure triathlète longue distance du monde, avec une marge énorme. Et moi, je trouve que c'est exceptionnel. Je trouve que bravo à Annie Haug, bravo à l'organisation. Et surtout, il faut bien considérer qu'Annie Haug, elle a été déclarée sur les listes de participants lundi dernier, hein. Ça fait une semaine qu'elle s'est déclarée en disant qu'elle allait faire la course. Et ça prend encore un peu plus de valeur sur sa performance. Euh, et, et- et c'est euh, et c'est vraiment une belle histoire. Moi, je suis extrêmement content et on a vraiment vu du spectacle qui était vraiment exceptionnel. Et derrière, il y a du monde, hein. Derrière, on parle de Laura Philippe. Derrière, on parle de Els Visser, qui est quand même qui a, qui a- qui a créé vraiment une grosse, de gros changements dans la hiérarchie mondiale femmes en début d'année, parce que sur toutes les courses descentes, elle a toujours été placée. Je crois que c'est à Oceanside aussi où elle fait une super belle course. Enfin, elle, ça a été présente systématiquement sur toutes les courses moyennes ou longues distances depuis le début de saison, quoi. Et simplement, Annie était un quart d'heure plus rapide que tout le Et monde. on va Voilà. pas oublier Laura Philippe qui fait 8h14, qui est quand même la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps sur la distance, hein, puisqu'il y avait 8h18 avant, 8h08 et 8, donc maintenant 8h14, mais la pauvre Laura, elle passe un tout petit peu inaperçue, entre guillemets, parce qu'elle se prend quand même un petit boulevard par notre chère amie Annie, qui est... Ouais, ouais, là, il y a énormément de garçons qui aimeraient pouvoir faire un 8h2 une fois dans leur carrière, des garçons hommes pro. Alors, le standard descend un peu, mais 8h2, c'est extraordinaire. Juste les splits, hein, pour les remettre en perspective. 52-37 en natation, 4h27-58 en vélo, hein. C'est pas n'importe quoi. Et même si c'est roulant, ça reste avec 1600 ou 1700 de dénivelé. Et 2h38-52 au marathon. Incroyable. Ouais. Bon. Ouais, non, c'est un truc. Enfin, si tu veux, quand tu lis les splits comme ça, et pour tous ceux qui ont couru là-bas, c'est vraiment impressionnant. Et au début du marathon, on a vraiment vu Laura Philippe qui était à la bagarre et qui est restée avec elle, hein, les 10-15 premiers kilomètres. L'écart a quasiment pas bougé. Il était entre 6-10 et 6-20. Et Laura s'est vraiment battue. Et on sait tous que euh, sur un marathon d'une distance Ironman, c'est extrêmement compliqué d'accélérer sur la deuxième partie. Et généralement, il y a toujours, surtout la deuxième partie de route qui est plus compliquée à gérer. Mais là, Annie, non seulement elle a jamais ralenti, mais elle a continué à garder le pied au plancher et l'écart a augmenté petit à petit, petit à petit, petit à petit, pour finir avec une marge qui était phénoménale. Et surtout, ouais, enfin, je me suis retrouvé à quelques moments dans ma vie d'être en tête d'une course avec une marge qui était suffisamment conséquente. Et c'est difficile de garder le pied au plancher et de rester concentré quand on sait que dans tous les cas, on a course gagnée, quoi. Et là, d'aller se battre, non seulement elle savait qu'elle avait le record dans les jambes, non seulement elle savait qu'elle allait battre le record, mais elle a continué à pousser, 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 pousser jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment remarquable et ça dénote certainement de l'état d'esprit de cet athlète qui est remarquable, qui est quand même aujourd'hui, je ne sais pas combien de fois elle a gagné Roth, ça doit être la troisième ou quatrième fois. Elle a gagné 2 fois à Kona. Elle a le record marathon 2h38. Je pense que c'est pas demain, la veille, qu'on va voir quelqu'un qui va courir plus que 2h38. Rappelez-vous quand Mirinda Carfrae avait couru 2h50 sur le marathon à Kona, c'était exceptionnel. Avant, une femme qui passait sous les 3 heures à Kona, c'était exceptionnel. Roth 2h38. Enfin, pour moi, ça dépasse l'entendement. On est quand même en train de parler de 3,40 ou 3,40 ou 3,41 de C'est ça. moyenne sur le marathon, hein. Voilà, après avoir fait 180 km en Elle a 4h27. couru 20 secondes plus rapidement que Miranda Carfrae au kilomètre. 20 secondes sur une nana qui a Ouais, gagné à Hawaï, ouais, quoi. ouais, Donc c'est ouais, extraordinaire. ouais, Et ouais, 3 fois. ce que tu disais sur Anne Haug, qui garde le pied au plancher avec 7 minutes ou 6 minutes d'avance sur la seconde, sur Laura Philippe, et c'est encore plus vrai sur Magnus. Magnus, lui, il a vu des gens en natation, et après, il a vu une moto. Et c'est tout. Il a fait un Ouais, contre-la-montre de 7h23. Et il était focus, il était en mission.
il n'était pas là pour faire autre chose que pour se focaliser sur son effort, sur son parcours, sur son record. Enfin, ses trajectoires, rien n'a changé entre le moment où il pleuvait et le moment où c'était sec. Je pense même qu'il est parti prudemment de T2, parce qu'au fur et à mesure, on voyait qu'il était de plus en plus à l'attaque, et il n'a pas du tout ralenti. On voyait qu'il était là pour aller chercher le record. Il l'a fait, de pas beaucoup, parce que enfin, passer de 12h à 11h30 sur Ironman, c'est faisable. Passer de 7h24 à 7h23, c'est plus les mêmes secondes, c'est plus les mêmes minutes, et je pense que ça doit demander une énergie de dingue. L'année dernière, il était surpris parce que récupérer Drott, ça lui avait pris du temps. Je pense que là, sur cet effort-là, il va être encore plus surpris, parce qu'à mon avis, c'est pareil, on rajeunit pas, hein. Quand tu rajoutes un an dans la besace, la récup, elle est moins facile. Je pense que c'est un effort dont il va garder des traces un petit moment. Ah ben moi, je pense que clairement, sa saison, elle est pliée, quoi. Je serais étonné qu'on revoie un Magnus aujourd'hui au top du top du top à Kona, ou alors il va falloir qu'il fasse un monstre break, mais ben, déjà, le gars, c'est un robot, quoi. Donc, enfin, que vous le voyez à des interviews, c'est un mec qui doit être extrêmement intelligent, c'est un mec qui est super réfléchi. Et l'interview que Bob Babbitt avait fait avec lui au début, on a vu un Magnus qui était un petit peu différent, qui était joyeux, qui parlait, qui était content d'être là. Et hier, Bob, il avait fait un petit cut sur l'interview qu'il avait fait avec Magnus en disant et le commentaire en dessous c'était un Magnus heureux est un Magnus dangereux. Et sur tous les podcasts, sur toutes les interviews qu'on a pu entendre avant la course, tout le monde le voyait comme l'immense favori, quoi. Tout le monde se disait pour qu'il perde la course, c'est à lui de perdre la course, c'est pas aux autres de la gagner, quoi. Et, euh, et ça fait quand même 3 ans d'affilée qu'il gagne la course. Ça fait 3 ans qu'il pile le record. Cette année, il a été certes une minute plus vite que l'année dernière, qui était quand même une course record, sur un parcours qui fait quasiment 2 kilomètres de plus en vélo et 600 mètres de plus en course à pied. Donc il faut quand même relativiser le truc. 2 kilomètres en vélo quand tu es à 45 km/h, ça va vite, hein. Ouais, ça va vite, mais ça fait quand même 1 minute 20, ça fait quand même 2 Ça fait minutes deux 40, quoi. quarante en plus. 600 mètres à pied sur 340 kilos, c'est pareil. Ça va. Tu peux enlever facilement 3 minutes par rapport au record de l'année dernière, quoi. Exactement. Enfin, c'était vraiment une performance remarquable. Et surtout, l'année dernière, les routes étaient sèches. Et savoir que Roth, il y a quand même des descentes qui sont, même si c'est pas une descente de col des Alpes, vous avez quand même, enfin, c'est pas un parcours qui se prend pédale au plancher tout le long. Il y a des moments où il faut lever, il y a des moments où il faut freiner, il y a des moments où il y a des descentes, ça peut être humide. Enfin, juste pour donner une petite idée, il y a quand même deux descentes dans lesquelles il y a des bottes de paille qui sont mises dans les virages, hein. S'il y a des bottes de paille, c'est pas pour faire beau, hein. Les Allemands, ils aiment la décoration rurale, mais il faut pas pousser, hein. Ils vont pas se faire chier. Les mecs, c'est des pragmatiques, hein. Ils vont pas balader les bottes de paille s'il y en a pas besoin, quoi. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, en 2012, dans la descente où il y a les fameuses bottes de paille. Le gars qui était juste devant moi venait de me doubler et j'ai jamais été connu et reconnu comme étant quelqu'un qui était relativement prudent dans les descentes. Il y a quand même un gars qui arrive et qui me double juste avant la première épingle. Il a jamais vu la première épingle, botte de paille, il a fini dans les vaches derrière, quoi. Donc, et je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai vu qu'il se relevait, j'ai dit bon c'est bon, c'est un Allemand, ils sont solides, il va repartir. Et bon le vélo il est pas reparti, mais mais voilà, il y a quand même, enfin, c'est quand même un minimum technique. Même quand vous passez dans les petits villages, il y a plein d'endroits où il faut lever le pied. Et malgré le fait que cette année, 100%, et les modifications qui avaient été apportées au parcours, elles ont été faites pour que les autres années, sur les 180 km, il y avait à peu près 160, 165 km qui étaient totalement fermés à la circulation. Il y avait quelques parties où vous pouviez avoir des voitures qui arrivaient en contresens. Savoir que Roth, c'est 7500 bénévoles. Littéralement, chaque intersection, vous avez des bénévoles qui sont là. Chaque carrefour, vous avez des flics ou des gens qui sont assermentés. En plus, c'est l'Allemagne, les mecs, c'est pas des barbares, ils sont relativement respectueux de l'ordre public. Euh, et là, cette année, les modifications qui avaient été apportées au parcours, c'était pour garantir le fait que 100% du parcours soit fermé à la circulation et que vous soyez sûr qu'à aucun moment vous ayez une voiture qui puisse arriver à contresens. Malgré tout, vous devez toujours circuler du bon côté de la route, c'est-à-dire que le coupage des virages et compagnie est considéré comme étant une infraction là-bas. Donc, course légitime, un parcours qui est pas simple à gérer
qui est extrêmement rapide parce que la qualité des revêtements, elle est vraiment très très bonne. Et encore une fois, un spectacle hallucinant. Enfin, quand tu vois Magnus qui arrive et qui attaque le Solarberg la première fois, je veux dire, le Tour de France à côté, on est vraiment des rigolos, quoi. Il y a 20 personnes de profondeur de chaque côté. Moi, j'en avais des frissons rien que de voir ça. Et, euh, et Magnus, il monte Solarberg, je sais pas combien il le monte, mais Alors la première fois, il le monte vite, mais la deuxième fois, il est embêté. Et je sais pas si tu si t'étais avec les oreillettes ou pas, mais moi j'écoutais Sébastien Kinley qui disait c'est un moment où il faut pas s'énerver. Et tu vois bien autant Annie Hogg que Magnus, ben ils cassent leur effort en fait. Et ils profitent et ils disent non mais Kinley disait attention, c'est pas un moment où il faut s'énerver. Et là, si c'est de la récup, c'est parce que derrière ça va rembrayer. Et effectivement, derrière, quand ça repart, bah, la moto, elle a mis un moment à aller le rechercher parce que bah, elle était coincée dans le trafic. Et effectivement, donc ça, c'est ces petits messages pour tous les auditeurs qui un jour auront la chance de le faire s'ils l'ont pas déjà fait. Bah, Solarberg, la première fois, si vous passez tranquille, tant mieux si vous n'êtes pas gêné par le trafic et que vous êtes devant. Mais la deuxième fois, profitez bien de ces 2-3 minutes d'accalmie pour faire baisser un peu le cardio, profiter du moment, profiter de la foule et des gens qui sont là pour vous. Et après, remettez-vous dans votre bulle, mais mettez pas le pied au plancher là et allez pas casser la fête en voulant doubler à tout prix. Ça sert absolument à rien. Si Anne Haug et Magnus Ditleff le font pas, on n'a pas la légitimité pour le faire non plus, quoi. ouais, et puis enfin, je veux dire, c'est quand même un moment qui se savoure, quoi. C'est comme les 400 derniers mètres sur Rally Drive. C'est des choses que quand on vit ça, et puis, de toute façon, vous arrivez au pied de Solarberg, quand vous entendez le bruit de la foule et quand vous commencez à arriver et que vous voyez qu'il n'y a plus de route, tout le monde, c'est 200 watts de plus minimum, hein, sinon et c'est vraiment un moment qui est exceptionnel. C'est vraiment c'est vraiment une expérience qui mérite d'être vécue. Et même des gens que j'ai connus qui n'étaient pas vraiment des gens émotionnels, d'avoir été là, vivre ça à la fois de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur en tant que spectateur, enfin, ça vous réconforte dans le fait que l'humanité, elle est peut-être pas si mal que ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une ambiance festive, de bon enfant, et c'est vraiment un beau moment, une belle expérience humaine. Le seul petit remords qu'on pourrait avoir sur la course d'hier, c'est que on n'a pas vu les shops de bière du début à la fin parce qu'il faisait un peu frais. Et je pense qu'il tournait plutôt au café plutôt qu'à la bière. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, café Calva ou café Jägermeister, mais voilà. Après, après, on se réchauffe comme on peut, voilà. Je pense qu'il faut aussi parler de ce qui s'est passé un petit peu derrière sur la course homme, parce que bah, Clément Mignon, nous, côté français, n'a pas pu prendre le départ parce qu'il était blessé, apparemment un petit souci au tendon d'Achille, et notre seul représentant, c'était Léon Chevalier. mince, Léon Chevalier. Et puis Zachary Cooper qui s'entraîne avec que mon gamin connaît bien puisqu'il s'entraîne avec Sam Ledlow qui est avec la team Ledlow avec Shane Zino et compagnie et il est là-bas et Zach faisait hier si je me trompe pas sa première course professionnelle et il a fait 13e. 8h03 27. C'est beau, hein? ouais super résultat pour un premier full. Bah, il prend 10 minutes au marathon par Annie Hog, hein. Donc, bon, c'est pas un coureur terrible, quoi. C'est une plaisanterie, hein. C'est une plaisanterie. tu, tu, tu lui diras, mais je pense que on devrait pouvoir l'avoir, Zach, sur le podcast dans les semaines qui viennent. Et c'est vraiment un mec que j'ai beaucoup apprécié. Moi, je l'avais rencontré à l'occasion d'une visite à Mély-les-Bains. Et c'est vraiment un mec qui tient la route. C'est un mec qui est bien. Et je pense que c'est un nom dont il faut se rappeler parce qu'on va certainement en entendre parler. Et surtout, c'est une putain de machine à vélo, Ouais, quoi. 4-15. Et le mec, il est, 4-15 à vélo. Fait pas rire, hein. ouais. Donc voilà, donc il y avait Zach et puis Léon. Et surtout pour mettre en perspective, et sur le post, j'ai trouvé que le post qu'avait fait Léon hier était vraiment super, c'est que il met je finis cinquième de la course uniquement à 77 secondes de la deuxième place et à 2 années-lumière de la gagne. Donc, donc il est conscient du truc. Mais ouais, Léon finit 5, mais uniquement à 1 minute 17 de la seconde place, quoi. C'est-à-dire que juste derrière Magnus, il y avait une densité et une bagarre qui a été phénoménale parce qu'on a vu Léon.
je crois qu'il part 4, ensuite il revient 5, il drop 6, derrière il revient 5 vers le 30e kilomètre. Il y a vraiment eu des mouvements de course qui ont été effectués et tu as les résultats Ouais, sous les yeux là? ouais, ouais. Tu peux nous lister le top 10 là? Donc Magnus Ditlev, 7h23-24, merci, au revoir. En 2, on a Thomas Bishop, Voilà. 7h37-54, qui est déjà un temps stratosphérique. 36 secondes plus tard, Rudy Von Berg. 27 secondes plus tard, Jan Stratman, qui a eu un petit souci, je crois qu'il a eu une crevaison, sauf erreur de ma part, donc ça veut dire qu'il aurait pu être dans le match un petit peu plus proche et challenger Magnus avant. Cinquième, donc notre Léon adoré, 7h39, 11 secondes. Et là, il y a un tout petit trou d'une minute 17 et on a Stefan Zackhaus, donc qui est un Allemand et qui fait sixième. Derrière, après, ça s'étale un tout petit peu, 4 minutes et 8 minutes derrière. Le top 10, ça va jusqu'à 7h53. Donc en fait, le top 11 est en sub 8. Ouais, ouais, carrément stratosphérique et petit, un petit bravo quand même à Rudy Von Berg parce que Rudy, au départ du marathon, était en deuxième place et il y avait non, c'était Thomas Bishop qui était en seconde place. Rudy est parti derrière. Rudy revient sur Tom Bishop, le passe, le drop. Mais on voit en permanence, et c'est là que le coverage a été vraiment sensationnel, c'est que sans arrêt, on avait des visions des athlètes depuis l'avant. Donc on voyait ce qui se passait devant, et on a vu Bishop qui a pris 20 mètres, 30 mètres, 100 mètres, et puis après, ça s'est arrêté. Bishop, il est resté là. Le mec, il était accroché comme un morpion, il a jamais lâché l'affaire. Et puis on le voit revenir. Au 30e, quand il repasse dans Roth sur les pavés, moi, j'ai vraiment cru que Rudy s'était fait sauter le caisson le long du canal et qu'il allait jamais revenir parce que quand il arrive dans Roth, il avait plus du tout son allure. Bon, savoir quand même que Rudy, il s'est quand même mis une belle tarte aux pommes en début de semaine et qu'il était quand même un peu épluché. On voyait qu'il avait encore des pansements sur le Non, coude et tout apparemment, il ça. s'est fait attaquer par des abeilles. T'as pas vu? C'est Jack Kelly qui disait Ouais, ça. mais Ah, mais les deux. ouais, Il s'est pris une gamelle et il s'est fait attaquer. il est Oh. tombé aussi. Ouais, ouais. Ah ouais. En se faisant attaquer, en voulant éviter les abeilles, apparemment, il s'est mis une tarte, quoi. Donc, ouais, pas cool. Mais le gars, s'est quand même bien battu. Et surtout, Bishop revient sur lui. Moi, je me suis dit, c'est bon, Rudy va certainement tirer la prise et puis on va le retrouver dans les DNF. Il a jamais lâché l'affaire. Il a pris 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Il a laissé passer un petit peu la tempête. Et puis, il a réussi à revenir petit à petit sur la fin du parcours. Et il finit vraiment pas loin de Bishop, quoi. Pour que le top 5, enfin, que les 5 suivants, ils se retrouvent en un peu plus d'une minute. C'est-à-dire que les mecs, ils sont en permanence en train de se voir et savoir qu'il y a quand même un petit peu des sous à Roth. Donc, la bagarre, elle était vraiment belle. Moi, j'ai vraiment trouvé qu'on a eu une course exceptionnelle et que, encore une fois, on se rend compte que la qualité d'une course, elle est faite avant tout par la compétitivité des athlètes plutôt que par un pseudo classement mondial ou une pseudo reconnaissance enfin, on pourrait imaginer que cet athlète-là va nous faire du spectacle à la place d'un autre. Là, on a vraiment vu Thomas Bishop, c'est pas un nom qu'on voit régulièrement, c'est pas celui qui me serait venu le premier à l'esprit pour la deuxième place. On savait que Rudy Bondberg, le gars, c'est un guerrier. Hein, on l'a vu à Nice l'année dernière, il a jamais lâché l'affaire. Euh, Là, on a quand même eu une course de standing, d'immense standing, quoi. Donc vraiment une belle course, vraiment une superbe retransmission. Et puis, et je pense que Félix Valchauffeur peut vraiment être extrêmement fier de ce qu'ils ont réussi à faire hier, parce que d'arriver à organiser un tel événement, savoir qu'il y avait 6500 athlètes hier, entre les relais et puis les individuels. Et c'est vraiment une fête du triathlon. Et moi, au-delà des performances sportives, au-delà de la qualité de la retransmission, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est la fête. C'est-à-dire que c'est un peu le Tour de France du triathlon. Pour ceux qui connaissent pas Roth, l'expo, elle fait à peu près 4 à 5 fois la taille de l'expo de Kona. C'est-à-dire que l'expo de Roth, ils avaient 139 exposants. C'est la seule organisation au monde à avoir une liste d'attente pour l'expo.
Je ne sais pas si vous avez vu des images de l'expo. Il y en a quelques-unes qui ont été passées sur les réseaux sociaux. Oka, qui était le sponsor titre du marathon, Oka avait monté un building de 3 étages avec un bar et une boîte de nuit au troisième étage de l'expo. Donc, il y a qu'à Rhodes qu'on voit ça, quoi. Moi, l'année où j'y étais allé, Canyon était arrivé. Il y avait carrément dans l'expo un mini village Canyon, quoi. C'est pour ceux qui veulent se faire plaisir à aller regarder du matos, à aller tester des produits, à aller se faire plaisir en s'achetant des trucs. L'expo de Rhodes est la plus belle et la plus grande expo, mais avec un facteur de 2 ou de 3, quoi. Et ça, je trouve que ça participe énormément à l'expérience de la course, quoi, hein. Et c'est vrai que quand on arrive à un endroit où vous avez une expo toute pourrie, comme l'année dernière à Nice au championnat du monde, vous aviez 9 exposants au championnat du monde Ironman à Nice, hein, dont 3 vendaient des combinaisons, hein, donc qui étaient les uns à côté des autres. Donc quand vous avez enlevé ça et l'attente Ironman, il restait zéro, il y avait que dalle à voir, quoi. Et ça fait partie de l'expérience. Ce que tu dis, c'est ça. C'est aujourd'hui, on va pas, on n'achète pas un dossard que pour ça. Rappelle-toi, il y a quelques années, on allait tous découvrir les nouveaux produits, les nouveaux vélos, les nouveautés, que ce soit à Roth ou à Hawaï. C'était ça. On allait voir ce qui se lançait. Hier, Canyon en a profité pour lancer sa nouvelle gamme de Speedmax. Oka a lancé une ligne spéciale sur 3 chaussures pour le parcours de Roth. Enfin, tous les exposants sont impliqués et ben voilà, il y a 5500 athlètes, donc ça veut dire potentiellement minimum 5500 visiteurs. Il n'y a pas beaucoup d'expositions où il y a ça, c'est sur 5 jours, parce que l'expo elle est encore aujourd'hui jusqu'à 16h ou 17h. Tu vas aujourd'hui sur l'Ironman de Nice, tu pars le lendemain à 9h, les exposants ils sont en train de remballer, tu te fais toi-même remballer d'ailleurs par les exposants qui se sont fait saigner par Ironman et qui sont là plus parce qu'ils doivent que parce qu'ils en ont envie. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'aller à Rhodes parce que ça fait partie du truc, quoi. Et l'expo, elle est géniale et ça fait partie du package. Donc Rhodes et Kona, c'est 2 expos à faire. Mais je pense que Rhodes est quand même, effectivement, ce que tu disais, sur un facteur de 2 ou 3 par rapport à ce qu'on peut trouver là-bas. L'esprit fête, l'esprit nouveauté, l'esprit envie de partage des gens qui sont là, pas pour t'arracher le porte-monnaie, mais pour partager la passion, l'amour du produit, l'amour de la nouveauté et de l'avancée technologique. Ouais, complètement, là, tu as 100% raison là-dedans. Et je trouve que pour l'aspect familial, pour ceux qui sont là et qui poireautent toute la journée, cette expo de Roth, elle est super bien faite. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits. Il y a un village où vous pouvez vous acheter de la bouffe. Moi, je suis vegan. Je sais que quand on va là-bas, il y a 4 ou 5 food trucks qui vous font de la bouffe vegan. Vous avez un truc thaï, vous avez du viet, vous avez du chinois, vous avez de l'indien, vous avez de la saucisse, si jamais vous voulez bouffer de la saucisse, évidemment, et puis du bretzel. Mais voilà, c'est festif, c'est bien fait, c'est beau, les gens s'amusent. Et moi, il y a un autre chiffre qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'hier, la police allemande, hein, ont annoncé qu'il y avait 350 000 spectateurs sur le parcours. Entre la zone d'arrivée et sur le parcours, 350 000 spectateurs. Donc, quand on met ça, il faut mettre ça en perspective, quoi. On est vraiment dans le domaine de l'énorme manifestation populaire. Solarberg, hier, ils annonçaient 52 000 personnes sur le premier tour. 52 000 personnes sur un stretch qui fait à peu près 800 mètres de long. Voilà. Quand on vous dit que c'est la fête, c'est vraiment la fête. Et chapeau bas à l'organisation, chapeau bas à la ville de Roth pour arriver à, année après année, organiser un événement comme ça. Parce qu'encore une fois, il y a un truc qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la ville de Roth, c'est un tout petit village de Bavière et qu'il n'y a que 35 chambres d'hôtel dans la ville de Roth elle-même. Et il y a 350 000 personnes qui arrivent, quoi. Et aujourd'hui, les athlètes qui se logent à Nuremberg, qui est à 35 km, c'est monnaie courante. Il y a des bus qui sont organisés le matin et tout ça. Et malgré tout ça, vous n'avez pas de problème de parking, vous n'avez pas de problème pour trouver de la bouffe. Les distributeurs sont toujours rechargés. Enfin, voilà quoi, putain, ça marche. Et je trouve que c'est vraiment une belle expérience, je trouve que c'est vraiment une belle course. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le faire, si vous pouvez vous le permettre et si vous pouvez vous organiser pour y aller, c'est vraiment une course à faire dans la vie d'un triathlète parce que c'est vraiment une expérience.
Et on entend souvent parler de l'expérience de Roth et tout ça, mais il n'y a rien qui arrive à la cheville de l'expérience de ce que vous pouvez vivre à Roth. Oui, il y a des endroits qui sont plus scéniques, c'est forcément si vous allez à Kona, forcément si vous allez à Nice et tout ça, mais en termes d'expérience elle-même, de l'ambiance et de la qualité du plateau, de la qualité de la course, il n'y a rien qui n'arrive à la cheville de Challenge Roth. Et pour arriver à organiser une épreuve comme ça, année après année, enfin, il suffit de regarder la tête de Félix quand il est dans la ligne d'arrivée hier. On le voit, il est marqué, il est dans le dur. C'est des mois, des mois, des mois de travail. Et franchement, chapeau bas à toute l'organisation et à tous ces bénévoles. Encore une fois, ils ont 7500 bénévoles. Et je vous disais c'est la seule course au monde à avoir une liste d'attente pour l'expo. C'est la seule course au monde à avoir une liste d'attente pour les bénévoles. Ils ont environ 12 à 13 000 demandes par an. Ils ont en permanence une liste d'attente de 5 000 bénévoles. Donc ça fait quand même rêver les organisateurs. Mais pourquoi les gens viennent? Parce que c'est festif, parce qu'ils sont bien traités et surtout parce que le soir, donc ce soir, lundi soir, il y a la soirée des bénévoles qui est organisée. Et là, c'est quelque chose. Je peux vous garantir que pour y être allé une ou deux fois, c'est quelque chose. Hein. Ça, ils ne comptent pas sur la dépense. Et ça, bah, ça fait partie du truc. Et moi, enfin, on a vu Kinley qui était au ravito hier. On a vu l'année dernière, c'était Frodo qui tendait les bouteilles à certains ravitaillements. C'est du spectacle. Jürgen Zach était là année après année. Jürgen revient, il est présent, il est là sur cette course parce que ça fait partie. Jürgen, ça fait 34 ou 35 ans qu'il revient là-bas. Ça fait 34 ou 35 ans qu'il est dans la même famille. C'est-à-dire que la plupart des athlètes sont hébergés, ce qu'ils appellent des homestays, c'est des gens qui les accueillent. Ça fait 34 ou 35 ans qu'ils retournent chez la même famille qu'ils connaissent depuis 34 et 35 ans. C'est quand même exceptionnel. Il a gagné 5 fois, hein, je crois, un Roth, c'est ça, hein. Oui. Ouais, Et ouais, je crois que c'est Belinda aussi qui disait que ça faisait 20 et quelques années qu'elle venait à Roth. Je crois que sa première expérience était en ouais. 2004 et elle venait dans la même famille et que là, elle venait de fêter le 18e anniversaire de l'enfant, donc qu'elle n'avait pas vu la première année où elle était venue, et vu qu'elle est toujours dans la même famille, et que là, ils font des échanges. Sa famille est venue à Noël dans la famille d'accueil, et réciproquement de l'autre côté. Enfin, on sent que la village de Rhodes, parce que c'est un village, c'est pas, on peut même pas parler de grosse ville à cette époque-là, Ouais, en dehors de la semaine de l'événement de Rhodes, c'est un village. C'est combien? C'est 5000 habitants? 6000? C'est ouais, c'est ça. ça, Et ouais, ça ouais. passe à, ouais, ce que tu disais, c'est énorme. Mm. 350 000 personnes sur place. Enfin, c'est unique. Et donc, pour ceux qui voudraient vivre l'expérience, bah, il faut être rapide. Donc là, on est à jour J-7 pour les inscriptions pour l'année prochaine. Petit rappel, l'année dernière, les dossards s'étaient vendus, enfin les 2500 dossards qui restaient à vendre, en 26 secondes. 26 secondes. Et Mm. là, donc ce matin, moi j'ai un athlète qui a fait la course hier et qui était présent sur place. Il s'est levé un peu tard. Il a fait la Il queue s'est pour levé toi? un petit peu tard. Non, alors c'était pas pour moi, mais il y a été. Il s'est levé un peu tard. Il s'est levé à 4 heures. Il était sur place à 5h30. À 5h30, il a eu la 500e place. À 5h30. Ça ouvre à 9h, hein. Ça ouvre à 9h. Donc Mm. tu arrives à 5h45, c'est mort, c'est plus la peine. Et ça, c'est pour les 1000 dossards. Il n'y a que 1000 dossards sur place. 1000 dossards pour l'année d'après. Mais bon, après, ça fait des dossards assurés. Et il me disait, on est quand même deux trois pingouins à marcher un peu bizarre, mais c'est-à-dire que les mecs, ils font la course et ils sont énervés déjà pour revenir l'année d'après, quoi. Et tu te lèves à 4 heures du Mais moi, matin, j'ai vu, deux si jours tu de suite, veux, hein. ouais, ouais. Moi, si tu veux, j'ai vu quand même des mecs qui, quand tu vas au feu d'artifice le soir, tu as les derniers finishers. D'ailleurs, hier, c'est Chris Nikic, celui qui souffre d'autisme, qui fait dernier finisher à 2 ou 3 minutes de la finish line. Euh, Tu vois littéralement parmi les derniers finishers des mecs qui passent la ligne d'arrivée, qui traversent le stade de finish et qui vont commencer à se foutre dans la ligne pour faire la queue pour les dossards du lendemain, quoi. Et ça, il n'y a qu'un seul endroit où on le voit. Et pour finir, parce qu'on a un autre enregistrement qui arrive avec les petits bandits qu'on va vous balancer dans la foulée, euh, pour finir avec Roth, moi j'ai une image que je retiens et c'est quelque chose qui me tire les larmes chaque année que je l'ai fait et chaque année que je vois ça. Et hier, on l'a bien vu au moment de la retransmission. Au 41e kilomètre, les athlètes
passe devant ce qu'on appellerait un EHPAD chez nous, un EHPAD pour des personnes âgées handicapées. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains des athlètes professionnels, dont Annie Haug, sont année après année, ont une chambre dans cet EHPAD. Nommez-moi une autre course dans le monde où vous avez des athlètes professionnels qui vont la semaine avant passer du temps avec des personnes âgées et handicapées pour simplement leur amener un petit peu de joie et de changement dans leur vie. Et pour ceux qui regarderont la retransmission, vous verrez qu'au 41e kilomètre, au moment où les premiers passent, vous avez toutes ces personnes âgées qui sont en bout de vie. C'est des gens qui sont en bout de vie, qui n'ont plus de mobilité, qui sont sortis par leur caretaker, qui sont mis sur le bord du parcours et qui sont là avec des ballons pour applaudir pour applaudir les premiers. Moi, chaque année que je l'ai fait, ça m'a tiré des larmes. Et franchement, hier, je l'ai vu et c'est peut-être ça, quelque part, la plus belle image de cette course, au-delà des records, au-delà de tout ça, d'arriver à avoir une course qui se dise, nous allons participer, nous allons avoir notre population, on va faire participer les gens, même des gens qui sont en fin de vie, même des gens qui sont handicapés, qui vivent dans une maison de retraite, appelez-la comme vous voulez, de leur trouver du temps pour les sortir, les mettre sur le bord de la route et applaudir des performances sportives stratosphériques comme on l'a vu hier. Moi, je trouve que rien qu'avoir l'idée de ça, eh ben, c'est une belle traduction de la philosophie et de ce que représente Roth dans le monde du sport. Ouais, c'est des beaux mots pour finir. Et faut rappeler que les athlètes pros qui sont défrayés et qui sont payés, qui ont une prime de départ, ont dans le contrat une entre guillemets clause d'obligation, mais je pense qu'ils le font vraiment pas avec le couteau sous la gorge, de venir passer du temps sur le village pour partager justement et passer du temps. Donc on se dit tous que quand on fait des courses comme ça, on a l'occasion de partager du temps avec des pros, ce qui est pas vrai. Ils font leur course, on fait la nôtre, on les voit à 3 secondes au départ et c'est tout. Ce qui est pas vrai du tout sur Roth. Les gens sont là, ils passent du temps et ils sont pas du tout avec le couteau sous la gorge, puisque c'est une course où il n'y a pas de qualif, il y a juste du temps et c'est leur passion. Et on voit qu'ils sont avec un tout autre état d'esprit que sur un autre label. Donc effectivement, pouvoir venir passer du temps de jeudi à dimanche à Roth, c'est 4 jours qui peuvent vous remettre une petite piqûre de rappel pour les quelques années à suivre si vous manquez de motivation. Ouais, c'est clair. Eh bien, voilà les amis, c'était notre compte rendu sur la plus belle course du calendrier et certainement la plus belle course que j'ai eu l'occasion de voir. À bientôt, à la semaine À la semaine prochaine. prochaine. Nous, on va avec les petits Yes, bandits et on vous balance ça dans la dans la foulée. foulée. Ciao, ciao les Ciao tout le amis. monde.